Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va analyser le secteur des boissons non alcoolisées. Avant de commencer, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, ça m'aidera beaucoup à faire connaître mon travail. Merci d'avance. Allez, on commence tout de suite avec l'analyse sectorielle de l'industrie des boissons non alcoolisées, je précise, ce qui est un marché disjoint des boissons alcoolisées qui inclut les brasseurs avec la bière, mais également les spiritueux. Donc, on va commencer par une petite définition du marché. Ce marché-là, c'est toutes les boissons sans alcool. Donc, on a une définition anglaise qui est Liquid Refreshment Beverages, LRB. Dans ce segment, dans ce marché, on n'inclut pas les boissons chaudes, on n'inclut pas les boissons en poudre, ni les sirops. Ce marché se compose de 4 marchés en réalité, donc le non-alcoolique drinks market, c'est 4 marchés différents. On a l'eau en bouteille, donc carbonée et non carbonée. On a les boissons sucrées, donc les sodas à base d'eau, qui inclut également les boissons énergétiques et sportives. On a aussi les marchés des jus de fruits. Et on a les Ready to Drink, RTD, qu'on retrouve aussi cette dénomination maintenant chez les détaillants des fabricants de spiritueux. Là, il s'agit des Ready to Drink, café et thé, qui sont en fait en canette, prêts à être consommés, et déjà préparés. La croissance et la taille globale du marché, d'après les chiffres que j'ai trouvés, ce marché en 2024 est d'à peu près 1,8 trillion de dollars, et il est prévu que le marché voit une croissance de 7,75% composée sur 10 ans, ce qui lui ferait atteindre une valeur de 3,8 trilliards en 2034. Les facteurs sous-jacents, les drivers de ce marché, sont la hausse de l'inflation. C'est un marché sur lequel les acteurs ont le pouvoir de monter les prix. Donc ça fait monter bien les chiffres d'affaires des différents acteurs. La hausse du e-commerce, donc ça permet de aussi augmenter les volumes de vente en élargissant le marché. La premiumisation, qui est le corollaire en fait du pouvoir des fixations des prix. Avec un produit plus premium, on a moins de mal à le vendre plus cher. Le facteur plutôt baissier sur cette croissance, ça va être l'accès à l'eau potable, à l'eau courante, pardon. Donc, en effet, dans les pays où traditionnellement l'eau du robinet n'est pas recommandée n'est pas recommandée pour la consommation, eh bien la population se tourne plutôt vers de l'eau en bouteille. Il y a aussi dans les différentes conférences d'analyse que j'ai pu écouter et lire, toujours des mentions de l'impact de la guerre en Ukraine qui prive les acteurs du marché d'une débouchée. Dans ce marché, c'est un marché avec pas mal d'innovations. Les boissons, par exemple, énergisantes, etc. Bon, maintenant ça commence à être assez vieux, mais en fait c'était quand même un nouveau produit au moment où c'est apparu. Maintenant, on est plutôt sur du bien-être et de la boisson, on va dire fonctionnelle, c'est-à-dire que des boissons qui apportent un bénéfice pour la santé. Donc les acteurs du marché innovent dans ce genre de produits, avec aussi un respect, on va dire, de qualité, de mettre moins de sucre dans les boissons, de mettre des options biologiques si c'est possible. On va aussi aller plutôt vers des boissons plus niches, plus artisanales et premium, qui sont vendues du coup plus cher, et ce que le consommateur demande, et donc ça répond vraiment à un besoin. Les différentes formes de distribution, c'est encore un marché qui est très physique. Selon les chiffres que j'ai vus, le e-commerce est en croissance et pourrait prendre jusqu'à 22,5% de la distribution en 2029. Donc ça c'est un chiffre que j'ai vu sur Statista. Donc plus de canaux de distribution est égal plus de volume de vente s'il n'y a pas de cannibalisation entre les deux canaux de vente physique et e-commerce.
On a aussi des spécificités locales sur ce marché. On a des marchés, par exemple, où la boisson alcoolisée n'est pas illicite du point de vue religion. Dans ce cas-là, les boissons non alcoolisées représentent une option intéressante pour le consommateur. On va avoir aussi des demandes locales pour des produits qui utilisent des recettes traditionnelles et qui utilisent aussi des ingrédients locaux. Donc ça peut aussi donner des options de produits pour les fabricants de boissons non alcoolisées. Il y a aussi de l'innovation dans le marketing, donc la tendance c'est la personnalisation. Peut-être que vous vous souvenez de la campagne de publicité de Coca-Cola avec des prénoms sur les canettes. Donc ça va dans ce sens-là. On a aussi des innovations du style expérience immersive pendant les Jeux Olympiques. On avait des expériences offertes par Coca-Cola. On a les réseaux sociaux, évidemment, qui sont un canal très important pour le marketing. Et on va avoir aussi des partenariats avec des acteurs. Alors, pas dans ce secteur, mais ce qui vient en tête, c'est par exemple Pernod Ricard qui s'est associé avec Lewis Hamilton pour un cocktail sans alcool. Mais on a des partenariats. Ferrari a aussi sorti... il y a un partenariat de Celsius avec Ferrari, par exemple, qui met en valeur la marque. Je vous propose maintenant de passer à la comparaison quantitative. On va regarder la sélection des acteurs de cette analyse sectorielle. J'ai pris les plus gros acteurs en ne gardant que ceux qui n'opéraient pas dans le segment des boissons alcoolisées, que ce soit bière ou spiritueux. Alors on va retrouver l'inévitable Coca-Cola. En numéro 2, on retrouve PepsiCo. En 3, on a Dr Pepper, qui est un peu moins connu en Europe, mais quand même très présent aux États-Unis, en Amérique du Nord. Celsius Holdings et Monster Beverage, qui est aussi une action qui a cartonné depuis les débuts des années 2000. On commence avec les comparaisons de market cap, qui vont nous donner un peu les forces en présence. Donc le leader, c'est évidemment Coca-Cola. En numéro 2, et pas si loin finalement en termes de market capitalisation, on a Pepsi. Ensuite, en outsider, vraiment challenger, on a Monster Beverage et Dr Pepper qui sont très proches. Et Celsius Holdings qui n'a pas forcément de taille significative pour l'instant. Mais on voit, donc là j'ai dézoomé, je me suis mis sur 10 ans, on voit que la capitalisation de Celsius Holdings a quand même accéléré et a quand même passé de 10 millions de dollars en 2015 à quasiment 6 milliards en 2024. Donc c'est quand même des croissances énormes. Ce qu'on peut dire pour les autres acteurs, c'est qu'on est sur des évolutions de capitalisation boursière beaucoup plus lentes. En fait, Coca-Cola fait quasiment, fait pas du surplace en 10 ans, mais la croissance de la capitalisation boursière est assez faible. Celle de Pepsi également. Monster, pareil, on a quand même doublé en market cap sur 10 ans, et c'est pas énorme de doubler sur 10 ans, c'est-à-dire une croissance composée de 7%, donc c'est moins que le S&P. Dr Pepper, c'est à peu près la même chose. Et Celsius, en revanche, a bien explosé sur la période. Si on compare par rapport au chiffre d'affaires et par rapport à la croissance, alors on va d'abord commencer par le chiffre d'affaires, on voit que le chiffre d'affaires de Pepsi est plus élevé que celui de Coca-Cola. Ça m'intrigue. Est-ce que ce sont les bons chiffres côté Coifin ? Bon, disons que oui. Mais on voit que en fait, Pepsi a un chiffre d'affaires beaucoup plus élevé que celui de Coca-Cola. Donc si la capitalisation boursière de Coca-Cola est devant celle de Pepsi, c'est à mon avis pas à cause de la croissance, parce que c'est sur des acteurs qui n'ont plus une forte croissance, mais c'est plutôt au niveau des marges. Donc on va aller voir ça après. Ensuite, donc les deux leaders, c'est vraiment Pepsi, Coca-Cola sur cette sélection. Ensuite, on a Dr Pepper qui a 15 milliards de chiffre d'affaires, qui a une capitalisation boursière plus faible que celle de Monster, ce qui veut dire qu'il y a peut-être une croissance plus faible chez Dr Pepper. Monster avec 7 milliards de chiffre d'affaires est en 4e position, et on a Celsius Holdings, on voit que la croissance, que le chiffre d'affaires ne fait qu'augmenter depuis le début de la période. Donc on va regarder l'évolution en termes de croissance du chiffre d'affaires. Donc là on est sur une croissance annualisée sur 3 ans pour chaque acteur. On voit que Celsius Holdings a quand même vraiment une croissance hyper élevée. En 2023 on a doublé. Alors il y a peut-être des acquisitions qui font que les chiffres d'affaires ont progressé aussi vite pour Celsius Holdings.
Et on voit que les autres acteurs, en revanche, c'est quand même un peu plus mou. On est sur du 12% pour Monster, 7% pour Coca-Cola, 7% pour Dr Pepper et sur du 6% pour Pepsi. Donc, on est sur un marché quand même qui est mature, avec une croissance plutôt faible. On est quand même pas sur des niveaux explosifs de croissance. Monster quand même garde une croissance qui est, on va dire, modérément élevée, mais les trois autres acteurs ne sont pas sur une forte croissance. Et Celsius, par contre, est vraiment l'acteur qui est sorti du lot sur la période étudiée, qui vraiment est en train de prendre des parts de marché. Donc c'est peut-être l'action la plus intéressante. On va continuer l'analyse pour déterminer si c'est Celsius l'action la plus intéressante dans le secteur. On continue avec l'analyse des marges nettes. Eh bien, on a Coca-Cola qui est sur la marge nette la plus élevée. Alors si on réfléchit en termes de stratégie et de courbe d'expérience, en fait, la marge nette, c'est finalement la fin des faire la différence entre les coûts et les bénéfices nets. Donc le prix de vente et les coûts, tout inclus, quoi. Coca-Cola a la meilleure marge nette parce que c'est le leader incontesté du marché. Dans un marché, le leader, c'est celui qui fixe les prix. Et c'est celui qui a aussi les coûts les plus bas, parce que c'est celui qui a descendu la courbe d'expérience le plus rapidement. Parce qu'il a produit le plus de volume par rapport aux autres acteurs. Ça, si vous voulez avoir un peu le fond de cette pensée, la théorie, vous pouvez aller regarder les cours de Xavier Fontanier sur BFM Stratégie, tout est expliqué. Donc, Coca-Cola, c'est celui qui fixe le prix sur le marché du soda. Donc, il a les coûts les plus bas et il peut avoir, du coup, les meilleures marges nettes du marché. Il a le double de la marge nette de Pepsi, qui est à peu près sur le même marché. Donc, Coca-Cola est clairement le leader, normalement, devant Pepsi. On a Monster, qui est pas vraiment sur le même marché quand même que Coca-Cola et Pepsi. Il est plutôt sur le marché de la boisson énergisante. C'est le leader de ce marché-là. Et il a une marge nette très élevée, également à 22%. Ce qu'on peut voir, par contre, ce qui est intéressant, c'est que Celsius Holding, qui est pas vraiment sur une taille critique, et donc qui est pas vraiment le leader du marché, a quand même une bonne marge nette à 15,5%, ce qui reste correct, et Dr Pepper à 15% également. Donc, les marges nettes dans cette sélection sont quand même assez élevées. Donc on est sur des boîtes américaines, donc c'est plus élevé que des marges nettes en Europe. En Europe, on a des marges nettes qui sont en général plus faibles que les taux de marge nette qui sont en général plus faibles que les taux de marge nette aux États-Unis, parce qu'il y a une meilleure efficience financière aux États-Unis, un marché financier plus profond. On a accès plus facilement aux capitaux, et on a aussi un environnement fiscal plus léger aux États-Unis. Ça peut expliquer la différence entre les marges de boîtes européennes. Ce qu'on voit ici, c'est que, à part Pepsi qui est un peu en deçà, les autres acteurs sont quand même sur des marges nettes élevées. Ce qu'on va regarder maintenant, c'est les rendements des fonds propres. Alors là, c'est un peu biaisé par Celsius Holding qui a, donc on va zoomer plutôt sur 5 ans. Ça reste bien pour visualiser cette rentabilité sur un environnement, un horizon de temps quand même honorable. On a Pepsi qui a un rendement des fonds propres de près de 50%. C'est quand même énorme. Ça peut expliquer que la capitalisation boursière soit devant celle de Coca-Cola. Donc 50% de rendement des fonds propres, donc ça c'est excellent. Coca-Cola 37%, donc c'est aussi très bon comme niveau de rendement des fonds propres. Tout ça, ça veut dire que ces niveaux-là, ça voudrait dire qu'on pourrait autofinancer la croissance en théorie à ce niveau-là. Donc on pourrait autofinancer 50% de croissance. Maintenant, le marché n'y croit pas du tout à ce niveau-là. On l'a vu dans la première partie qu'on était plutôt sur du 7-8%. Donc ça veut dire qu'il y a du cash à rendre à l'actionnaire. Si on est très rentable et qu'on n'a pas besoin de réinvestir du cash, on peut le sortir ou faire des acquisitions pour augmenter les parts de marché. On continue avec Monster qui a un rendement des fonds propres de 23,5, ce qui est quand même plutôt bon. Celsius qui a 19, donc ça c'est plutôt bon aussi pour un petit acteur. Et que Dr Pepper est plutôt à 9%, et ça c'est un peu faiblard comme rendement des fonds propres. Surtout que sur la période, on n'est pas sur une forte augmentation, on est plutôt sur une stabilité. Pour tous les acteurs, on est relativement stable en termes de rendement des fonds propres, ce qui est plutôt bon, c'est-à-dire un signe de moindre volatilité des bénéfices. Et donc ça c'est intéressant pour l'actionnaire qui cherche plutôt des actions pas trop volatiles, puisque c'est corrélé avec la volatilité de l'action.
Pour Celsius Holding, on est quand même sur des années où on fait des pertes. C'est encore une boîte de croissance, on va dire, donc la rentabilité n'est pas très stable pour l'instant. Donc le meilleur acteur sur ces critères-là, en tout cas, c'est Pepsi. C'est assez impressionnant ce niveau de rendement des fonds propres. On continue. Est-ce que les acteurs de cette industrie et de cette sélection sont endettés? On va dézoomer sur 10 ans. On va comparer. Donc ouais, on a un debt net sur EBITDA. Donc on a Dr Pepper qui est endetté à près de 4 fois l'EBITDA en termes de debt net, ce qui est élevé. Ça peut être aussi dû au fait que sa rentabilité est plus faible que les autres. Donc pour alimenter la croissance, on a besoin d'utiliser de la dette. Ça peut être aussi pour tous les acteurs de cette sélection, parce que on fait des fusions-acquisitions. On voit qu'en fait, dans la sélection, il n'y a pas Celsius Holding ni Monster Beverage, donc ils sont en cash net, c'est ça que ça veut dire. Pour Dr Pepper, on est assez endetté, à 4 fois la dette nette sur EBITDA. Sur Coca-Cola, on a 2 fois, et sur Pepsi, on a 2 fois quasiment, 1,8. Et on voit que ces niveaux de dette sont stables pour tous les acteurs que j'ai mentionnés. Donc ça veut dire qu'on ne priorise pas le désendettement dans ce secteur-là. C'est un choix de l'allocation du capital du management qui est sans doute à l'aise pour opérer à ces niveaux de dette. Maintenant, il faut aller creuser dans les rapports financiers de ces entreprises. Pourquoi est-ce qu'on utilise de la dette? Est-ce que c'est pour faire des acquisitions? Est-ce que c'est pour financer le besoin en fonds de roulement? Voilà, ça c'est faites vos propres recherches de votre côté pour établir ça, mais j'ai l'impression quand même que les acteurs sont assez à l'aise avec ce niveau d'endettement puisque c'est assez stable. On continue. Est-ce que l'actionnaire voit la couleur du cash sur cette industrie? On va regarder ce qu'il en est. Donc on va commencer. Alors on va d'abord commencer par le rendement du dividende. On a Pepsi Cola qui verse un dividende que moi je jugerais intéressant à 3,65%. C'est quand même intéressant pour une boîte qui a aussi encore un peu de croissance et qui va pouvoir faire croître son dividende. Coca-Cola aussi un rendement du dividende à 3,15%, donc ça reste honorable. Et Dr Pepper qui a 3%, enfin 2,96%. C'est des niveaux de rendement qui sont quand même intéressants pour un actionnaire qui commence à être en phase de rente. Et donc ce qu'il faut établir maintenant, c'est est-ce que ces dividendes ils sont bien couverts par les free cash flow. Donc là il faut étudier dossier par dossier. Est-ce que les entreprises du secteur rachètent leurs actions? Donc les boîtes américaines traditionnellement elles rachètent leurs actions, donc c'est le cas de Coca-Cola qui rachète ses actions, donc pas à une vitesse très importante, mais il y a quand même des rachats d'actions sur la période. Pepsi Cola, j'ai l'impression qu'ils sont plus agressifs, ouais c'est le cas. Pepsi Cola est plus agressif dans ses rachats d'actions. On a également, on a Dr Pepper qui a fait une dilution en 2018, et depuis le niveau d'action est plutôt stable, donc il n'y a pas de rachat d'actions. Monster Beverage, on est sur des rachats d'actions, avec une pente assez forte depuis 2015, donc ça c'est intéressant pour l'actionnaire. Et Celsius Holding qui dilue ses actionnaires. Donc est-ce que c'est sa façon de financer sa croissance? Ça va voir dans ce que dit le management. Est-ce que sinon c'est de la rémunération en action? Mais je pense que la dilution est quand même assez élevée pour que ça soit de la rémunération en action. On a le nombre d'actions qui a doublé depuis 2015. Donc ça à mon avis ça sent plutôt les augmentations de capital à répétition pour financer la croissance. Et ça, c'est pas bon. C'est ce qu'on va voir d'ailleurs dans le rendement de l'actionnaire, tout de suite. Hop. Là, on se met sur le rendement de l'actionnaire. Donc je rappelle, le rendement de l'actionnaire, ça compte le désendettement, ça compte le rendement du dividende, et ça compte le rendement des rachats d'actions. On voit que sur ce critère, le meilleur de la sélection, c'est Monster Beverage avec 6,42%, ce qui est quand même très bon. On a Pepsi qui a 4%, ça aussi assez bon. Coca-Cola, il y a 2%, donc ça veut dire qu'à mon avis, il faut voir comment c'est calculé. Peut-être que c'est la dette qui fait qu'on est sur ce rendement-là, parce que le dividende a quand même un rendement assez élevé, et les rachats d'actions il y a du rachat d'actions, donc là je m'interroge sur cette valeur que nous fournit Coifin. Sur Dr Pepper, on a 1,33, pas très élevé, et sur Celsius Holding, on est à 0,42, qui est pas très élevé non plus. Bon, je sais pas là, est-ce que la validité de ces rendements d'actionnaires, faut voir les calculs que font Coifin. On peut simplement se baser sur le rendement du dividende pour établir la qualité des différents dossiers. Donc maintenant, on a un rendement plutôt sur le secteur, sur les boîtes qui sont plus matures, donc on exclut Monster et Celsius Holding. Sur les 3 autres acteurs, on est sur des rendements qui sont quand même intéressants. Est-ce que on paye chèrement
les entreprises du secteur, on va se mettre en valeur d'entreprise sur EBITDA. Donc là, on a quelque chose qui est un peu biaisé avec Celsius Holding qui a à un moment une valeur d'entreprise sur EBITDA qui est très élevée. Donc je vais juste couper l'échelle. Voilà, on peut se mettre en log, mais log c'est pas très visible. Donc je vais couper l'échelle, on va rester en linéaire, on va scroller un petit peu. Hop. Alors, je vais remettre plutôt comme ceci. Il y a quand même cette ligne qui me coupe là. Voilà. Alors, ici, on est sur des niveaux relativement... Alors, ça dépend. C'est assez dispersé en termes de valorisation. Celsius Holding, l'acteur qui a le plus de croissance et l'acteur qui est le plus valorisé. Il a 24,3 en valeur d'entreprise sur EBITDA. Monster Beverage, qui a pas forcément beaucoup de croissance, mais quand même une croissance, qui a une croissance quand même raisonnable, on va dire bonne. On est à 21 fois la valeur d'entreprise sur EBITDA. Ça, c'est les deux acteurs là que j'ai mentionnés, c'est quand même cher. Coca-Cola, on a 17,4 pour une boîte très mature. Bon, le rendement du dividende est quand même bon, mais pour une boîte très mature, c'est quand même cher payé. Sur Pepsi, 13,3 et sur Dr Pepper, on est à 13,1. Qui reste, donc on va dire que Pepsi et Dr Pepper, c'est quand même des valorisations qui commencent à être intéressantes au niveau cherté. C'est pas trop cher, on va dire. Si on regarde maintenant, ça va être la conclusion de cette analyse. Si on regarde quel est le meilleur acteur pour un investisseur, donc ça serait déjà pour le secteur, on est sur un secteur qui est mature, à part Celsius Holding qui on est en train de garder les pannes de marché, donc Celsius Holding ça serait typiquement pour un investisseur de croissance. Les autres c'est plutôt pour, on va dire, du dividende croissant, ça peut convenir à des actionnaires dividende croissant, voire rentier, quelqu'un qui veut une rente qui va continuer à augmenter légèrement dans les années à venir. Si on se place dans cette optique là, à mon avis, le meilleur acteur de cette sélection, ça va être Pepsi. Pourquoi ça va être Pepsi? On est sur un leader du marché. On est sur un rendement du dividende qui est le plus élevé de la sélection, à 365. On est sur l'entreprise la moins chère de la sélection, si on nommait Dr Pepper. On est sur l'acteur qui a la meilleure rentabilité, avec un rendement des fonds propres à quasiment 50%. On a quand même toujours un peu de croissance. C'est celui qui a la plus faible croissance, cela dit. On est à 6,23, mais bon, il n'y a pas une forte croissance sur le secteur. Les autres acteurs sont pas beaucoup plus élevés en termes de croissance, si on reste sur Coca-Cola et Dr Pepper. Et on a du rachat d'actions sur Pepsi également. On a du rachat d'actions, ce qui augmente le rendement de l'actionnaire. Donc, c'est la conclusion de cette analyse. Le meilleur acteur de cette sélection, de mon point de vue, c'est Pepsi. Et ça reste un secteur qui peut être intéressant pour du fonds de portefeuille. Si cette analyse vous a plu, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.